Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в стенах культурного центра «Франкотека» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино. Напоминаем, что сейчас у нас проходят Дни франкофонии в иностранке, которые продлятся до 23 июля. Следите за нашими мероприятиями на сайте библиотеки и в социальных сетях. Регистрируйтесь и обязательно приходите. Всех ждем, всем будем очень рады. Позвольте представить вам нашего уважаемого лектора Евгения Лукьянова, журналиста, бывшего гида-переводчика туристического агентства «Интурист». Сегодня Евгений прочтет лекцию на французском языке «Les touristes étrangers en Union soviétique il y a 50 ans». Что ж, дорогие друзья, всем желаем приятного вечера, интересной лекции. Евгений, не смею вас больше задерживать, передаю вам слово. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous sommes ensemble. Merci d'être venus. Et je vous invite à faire le voyage dans le pays qui n'existe pas, qui n'existe plus. Voilà, il y a 50 ans, j'ai commencé ma carrière, disons, à l'Intourist comme guide-interprète, bien que je faisais en même temps mes études à l'Institut de langues étrangères qui portait le nom de Marie Thérèse. Et c'était la faculté du soir, c'est pour ça que, comme vous le savez, peut-être il fallait travailler à l'époque pour continuer faire des études. Et voilà, une occasion me présenter ainsi que mes camarades de notre cours qui ont commencé à faire 3 mois de cours de guide d'interprète auprès de l'Intourist. J'étais en 3e année. Et après 3 mois d'études, on faisait la théorie, ensuite les pratiques. On visitait tous les musées de Moscou, parce que bien sûr nous étions les moscovites et c'est la ville principale que nous avons étudiée, c'était Moscou. C'est le Kremlin, toutes les cathédrales du Kremlin, ensuite le musée Pouchkine, galerie Tretiakov, mais tout l'essentiel, tous les principaux musées qu'on devait apprendre et on passait des examens. Mais la plus grande excursion qu'on s'occupait, bien sûr, c'était Tour de Ville, parce que tous les touristes qui passaient par Moscou, ils aimaient faire le tour de ville, faire la connaissance avec les monuments, les bâtiments, l'histoire de la capitale de l'Union soviétique de l'époque. Voilà, c'est pour ça que c'était le premier examen qu'on passait. Et au bout de compte, c'était, si je me rappelle bien, c'était la fin du mois d'avril qu'on a été envoyé pour notre premier groupe. C'était à la veille du 1er mai et c'était les vacances aussi à l'étranger pour le 1er mai. Comme vous savez, en France aussi, il y a des jours fériés. Et il y avait 2 firmes, sociétés en France, parce que je vais parler des francophones, parce que je ne travaillais qu'avec des francophones. Voilà, c'était Fransurs, l'association Fransurs qui existait à l'époque, qui était liée avec le Parti communiste français et des syndicats. Et ensuite, c'était une très grande firme Transtour qui était dirigée et fondée par Madame Hopman, qui était d'origine de Riga. Elle parlait très bien russe. C'était une femme d'affaires, vraiment, parce que c'était une firme très puissante et envoyait beaucoup de touristes en Union soviétique parce que c'était sa spécialité. Et même, il y avait des trains qu'elle envoyait, pas des trains, pardon, des paquebots, des croisières qui venaient, disons, à Odessa ou à Yalta, et ensuite, par chemin de fer, ils venaient, ou par avion, ils venaient à Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc voilà, pour le début, c'était pour le 1er mai, c'était le premier groupe avec qui je travaillais. Et je peux vous avouer, je ne sais pas, vous connaissez tous les Français, tous le français, mais après le premier jour de travail, je peux vous avouer que en rentrant chez moi,
dans le transport, c'était le trolleybus, je me rappelle plus exactement, mais il me semblait que tout le monde parle français. Voilà, parce que après toute une journée, quand tu es obligé de parler français, répondre aux questions, donner l'information, tout ça, et le cerveau était presque en état d'explosion. Et voilà, c'est pour ça que c'est la première journée, le soir, que je croyais que tout le monde parle autour de moi français, mais c'était pas vrai, bien sûr. Bon, et ensuite, ça a commencé, voilà, c'est parti, parce que c'est en hiver, il n'y avait pas beaucoup de groupes, mais en été, il se succédait un tour de rôle. Mais quelques mots pour commencer, qu'est-ce que c'était l'Intourisme? C'était une société anonyme, parce qu'à l'époque même, qui était fondée en 1929, vous voyez, c'est presque 10 ans après la Révolution, mais quand même, ça existait, et tous les grands hommes étrangers qui passaient après la révolution en Union soviétique, en Russie, socialiste et ensuite en Union soviétique, ils passaient par l'Intourisme parce que c'était une structure qui gérait tous les étrangers qui venaient financièrement, ensuite hébergement, voilà, le transport, location, tout ça. Même Henri Barbus, qui était Théodore Dreiser, qui passait aussi par l'Intourisme, et beaucoup d'autres aussi qui venaient ici pour voir qu'est-ce que c'est que le pays des soviets. Bon, et l'Intouriste, il était, avec des années, il devenait de plus en plus fort, surtout après la guerre. Et jusqu'à 1990, c'est le moment crucial pour l'histoire et la fin de l'histoire de l'Union soviétique. L'Intouriste a fait construire presque 100 hôtels qui appartenaient à lui, parce que c'était une société anonyme que, comme j'ai expliqué. Ensuite, il y avait presque 3000 guides-interprètes, parmi lesquels j'étais aussi à cette époque-là, au début des années 80, des années 70. Voilà, c'est partout en Union soviétique, mais parce qu'il faut prendre en considération que ce n'était pas la Russie seulement, c'était 15 républiques, et dans toutes les 15 républiques, il y a des représentations. Au total, il y en avait 100 villes en URSS où il y avait des bureaux de l'Intouriste et des bases d'accueil. Parfois, pas toujours des hôtels, bien sûr, parce que les hôtels plutôt qui appartenaient aux municipalités, aux syndicats, mais pour le reste, c'était pour l'Intouriste. Ainsi, c'était les moyens de transport, les autobus, pas beaucoup, mais quand même. Voilà, c'est pour ça que c'était une structure très très puissante, et le nombre des personnes qui travaillaient pour l'Intouriste, à l'Intouriste, c'était presque 47 000. Vous voyez que c'est grand. Et l'Intouriste était en coopération, disons, parce que à l'étranger, il ne pouvait pas vendre des tours sur le sol étranger pour l'Union soviétique. C'est pour ça qu'il y avait des contre-agents, des firmes locaux, comme voilà Transtour, comme je vous ai mentionné, qui faisaient la publicité, organisaient des groupes, se mettaient en contact avec l'Intouristes à Moscou pour l'organisation de leur séjour en Union soviétique, et envoyaient des touristes que l'Intouristes recevait ici, et ils servaient partout dans le pays, dans les républiques soviétiques. Voilà, c'est comme ça que c'était la structure de l'Intouriste. En ce qui concerne le travail des guides-interprètes, je pense qu'actuellement, c'est pas la même chose. Il y a des guides, il y a des interprètes, mais ils ne travaillent pas de manière comme on travaillait à l'époque. Parce qu'on était des jeunes, la plupart c'était des jeunes, mais qu'est-ce que c'était dans le travail? Il fallait accueillir les touristes. Il y avait des touristes en groupe, individuels, mais individuels, ils s'occupaient pas toujours des guides interprètes qui venaient les recevoir à l'hôtel, accueillir. Mais pour les groupes, c'était obligatoire, c'est-à-dire accueillir, ensuite héberger dans les hôtels. Il fallait distribuer des chambres, tout ça. Ensuite, il fallait passer par le restaurant
passer les commandes pour le petit déjeuner, déjeuner et le dîner. Ensuite, les visites guidées, c'est-à-dire dans le musée. C'était obligatoire aussi. C'était à la charge de guide-interprète, bien sûr. Et c'est pour ça que vous voyez, c'est... Ah, et encore, il fallait bien sûr payer tout ça, tous ces services-là. Vous voyez, c'est... Bien sûr, on n'avait pas de sac, gros sac avec de l'argent, avec des roubles de l'époque, parce que c'était pas possible, mais c'est que la structure était bien compliquée, mais ça marchait très bien comme le mécanisme. Il y avait des bureaux, des services, disons, qui donnaient aux guides, d'après leur programme qu'ils recevaient. Excusez, j'ai oublié, parce que avec les étrangers, c'était les référentes, comme on les appelait, et qui étaient en contact avec les firmes étrangères pour dresser le programme, savoir la quantité de personnes dans tel ou tel groupe. Et ensuite, ils dressaient le programme jour par jour, l'itinéraire, les hôtels, tout ça était programmé et guide-interprète, il ne recevait que le programme déjà préparé, lequel il doit suivre. Voilà. Bien sûr, il était possible qu'on pouvait écarter un peu, remplacer une visite par une autre, mais d'habitude, on suivait ça. Et voilà. Et pour le paiement, on donnait les carnets d'échecs, comme on appelle. C'était en carnet, ça dépendait. Si vous êtes pour quelques jours à Moscou seulement en petit groupe, un seul. Pour les autres, on donnait plusieurs. Si vous voyagez beaucoup à travers le pays, disons avec votre groupe, dans ce cas-là, on donne quelques carnets. Et vous inscrivez à l'hôtel, disons, vous en contact avec l'administration, vous mettez la somme, la quantité des chambres, vous mettez la somme et vous signez. Et vous donnez le premier exemplaire à l'administration et le second, vous restez gardé pour vous. La même chose pour les restaurations. Vous passez les commandes, tout ça, on fait le calcul, c'est le comptable du restaurant, vous signez tout ça et vous, après le départ du groupe, vous rendez ce carnet de chèques au bureau, qu'ils puissent vérifier tout est bon et non. Mais il n'y avait jamais de problème dans ce cas-là parce que tout était vérifié et contrôlé d'avance, disons. Voilà, c'est pour ça que vous voyez, le travail de guide-interprète était très 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 large et surtout que à Moscou, on était un peu privilégié parce que l'arrivée de la plus grande quantité de touristes arrivait à Moscou. À Saint-Pétersbourg, à Leningrad à l'époque, l'aéroport était petit, les capacités d'accueil étaient aussi très restreintes, tandis qu'à Moscou, c'était plus largement possible. Et le nombre des quantités de touristes venait en priorité à Moscou. Et c'est que, voilà, à part de visites de Moscou, les guides de Moscou, ils accompagnaient des groupes dans d'autres villes. C'est-à-dire avec les carnets, avec le programme. Vous partez avec les touristes, disons, à Tbilissi, à Yerevan, en Asie centrale, voilà. Au retour, vous rentrez à Moscou, vous continuez, d'après leur programme, leur accompagner ici, et ensuite, vous les amenez à l'aéroport pour leur départ. Et même à l'époque, c'est un cas que je peux vous citer. Je pense que jamais une chose pareille n'est pas possible actuellement dans n'importe quel pays, je pense. Une fois, j'ai été obligé avec mon groupe, d'après le programme, de les accompagner à Saint-Pétersbourg, à Leningrad, excusez-moi, à Leningrad. Et d'habitude, à Leningrad, on a envoyé les touristes eux-mêmes, c'est-à-dire on arrivait à l'aéroport, on les mettait en avion avec les tickets, avec les billets, et ils partaient. Et les collègues de Leningrad, ils les accueillaient à l'aéroport et continuaient leur séjour là-bas.
Mais dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi, dois partir et j'avais des billets comme les touristes aussi. Il y avait aussi le groupe des billets qui s'occupait des billets de transport et les billets de théâtre, des spectacles aussi. Ça, on nous fournissait tout le nécessaire. Bon, et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, voilà, on monte à l'avion et l'hôtesse de l'air dit qu'il n'y a pas plus de place pour vous. Mais je dis, je ne peux pas partir parce que les touristes ne peuvent pas partir sans moi. Je dois je dois les suivre, les payer pour leur séjour là-bas. Bon, et ce qu'ils ont fait, voilà, c'est une chose inoubliable, c'est qu'ils ont mis dans la cabine de pilote, à cockpit, et j'étais assis là-bas à côté de pilote pendant tout le vol. Mais c'était 1 heure Moscou de Leningrad. Actuellement, c'est impensable des choses pareilles. Voilà. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était l'accès tout à fait libre. La porte pour les pilotes était ouverte presque toujours. Bon, voilà, c'est comme ça. Et comme j'ai expliqué, c'est qu'il fallait se déplacer, voilà, à travers tout le pays, parfois, mais par avion, par d'autres moyens de transport aussi. Et voilà, il y avait des tours aussi, comme voilà, j'ai des petites feuilles de route. Et ce qu'il y avait pour les grandes fêtes, comme j'ai mentionné déjà, c'est pour le 1er mai. Ensuite, c'est les fêtes de la fin d'année. Ensuite, les Pâques. Voilà, c'est le nombre de touristes qui était assez grand. Assez grand, des groupes, parce il avait le temps libre et il pouvait, je pense que les tours n'étaient pas très chers et ils venaient en afflux, les touristes à ce moment-là. Et voilà, pour le 1er, Madame Hopman, elle organisait, comme j'ai expliqué déjà, même les croisières en Méditerranée et en mer Noire, avec la visite pour les touristes de Moscou et Saint-Pétersbourg. Par avion, ils venaient d'Odessa, ils visitaient Leningrad et Moscou, et ensuite ils revenaient. Voilà, 1 ou 2 fois, on faisait le retour, après le 1er mai, c'était le 3 ou 4, je ne me rappelle plus exactement, par le train spécial, c'était le train affrété, et le 300 personnes, 300 Français, voilà, de Transtour, qui se déplaçaient par ce train-là via l'Ukraine et en Crimée jusqu'à Simferopol et avec les autocars jusqu'à la côte où le paquebot russe soviétique à l'époque les attendait là-bas. Voilà, c'était la croisière affrétée par, c'était Taras Shevchenko, si je me rappelle pas, si je ne me trompe pas, ou une autre bateau, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, et il y avait aussi des visites en chemin de fer, mais c'est pour les touristes plutôt des pays socialistes qui étaient bien sûr plus nombreux à cette époque soviétique. C'était plus avec comme des primes pour les meilleurs travailleurs là-bas en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en RDA, République démocratique allemande. C'est pour ça qu'ils étaient plus nombreux. Mais leur programme de visite était différent de ce qui était pour les Français, les Belges, disons, les Anglais. Il était plus, disons, orienté vers pas seulement les musées, mais aussi des rencontres avec les travailleurs, des ouvriers, des paysans, des kolkhosiens. Voilà, c'est pour ça que c'était le programme différent. Tandis que pour les Occidentaux, disons, c'était le programme voilà, plus classique. Musée, voilà, les théâtres, tout ça. Et même, ça différenciait même, disons, en ce qui concerne les Français, et en ce qui concerne Moscou, il n'y a jamais, voilà, pendant 5 ans que j'ai travaillé à l'Intouriste, aucun groupe n'a pas visité le musée Borodino à Moscou. Français,
ignorait ça. Mais c'est pas, je pense que c'était planifié d'avance entre entre le bureau de l'intourisme de Moscou et les agences touristiques à l'étranger comme Transtour, France Source et les autres. Voilà, mais c'est une particularité, tandis que les Anglais, les Américains visitaient bien sûr aussi ce musée-là. Le Kremlin, c'était pour tout le monde, c'est normal. Et encore une chose qui intéressait, une région qui intéressait beaucoup les francophones, disons plutôt les Français, c'était l'Asie centrale soviétique, les pays de l'Asie centrale. Voilà les prospectus, l'Asie centrale et le Kazakhstan. Kazakhstan, c'est une fois seulement que j'étais avec un groupe, tandis que l'Asie centrale, 3 ou 4 fois, on faisait le trajet. Par avion, bien sûr, c'est Moscou-Tachkent, aussi la visite Tachkent, mais c'était après le tremblement de terre des années 70. C'est pour ça que la ville n'était pas tellement intéressante à visiter du point de vue de l'architecture, mais tout ce qui est à côté, vraiment, ça valait le coup. C'était Bukhara, Samarcande, Khiva, voilà ces 3 perles de l'Ouzbékistan qui intéressaient beaucoup les Français et qui assez massivement visitaient cette région-là. Même une fois, avec un groupe, j'ai réveillonné. C'est pour le Nouvel An, c'était voilà à Samarcande. Et ce qui est curieux, que quand nous sommes venus quelques jours avant, 2-3 jours avant, c'était sec, bien sûr, assez tiède, il faisait très beau, mais juste quelques heures avant Nouvel An, il a commencé à neiger, et c'était vraiment drôlement voir voilà, cette république ensoleillée, toujours sous couvert de neige. Voilà. Et bien sûr, voilà, il y avait beaucoup de monuments historiques, bien sûr, qui les intéressaient. C'est l'observatoire de Lukbek, qui est là-bas. Ensuite, les médercés minarets qui sont présents là-bas, l'architecture, le mayolique qui couvre tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Et en même temps, c'était de voir la vie du peuple un peu de l'intérieur, surtout c'est le bazar qui donnait l'image, voilà, de la vie de la population locale, parce que ni à Moscou ni dans d'autres républiques on ne visitait pas des bazars parce que c'était ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a au marché de chez nous? Rien. Mais là-bas c'est vraiment c'est très colorite, surtout que les produits qui sont en vente là-bas, c'est pas les mêmes que, disons, à Moscou, à Leningrad et d'autres villes européennes de la Russie. C'est pour ça que ça les intéressait. Et une fois, je me rappelle aussi, c'était un peu significatif avec un groupe français. On était justement au marché et on passait en observant voilà, la vente des pastèques, des melons, des tomates. Il y avait un vieux, très vieux, qui était assis et il voit les étrangers qui passent parce que à l'époque, les Français s'habillaient autrement que les Soviétiques, vous le comprenez bien. Et on les voyait à la grande distance. Et il demande à un jeune homme qui est, parce qu'il ne parlait pas russe, lui, hein, le vieux. Voilà, je ne sais pas quel âge il avait. Et le garçon lui expliquait que c'était les Français. Et il m'a demandé, je lui ai dit que ce sont les Français. Et une chose qu'il a dit seulement, c'est De Gaulle. Voilà, les Français étaient vraiment très, très étonnés. Un homme très vieux, illettré, c'est sûr, mais il connaissait De Gaulle. Parce que c'était après la guerre, bien sûr, et De Gaulle et la guerre, l'Union soviétique, c'était très lié. Et surtout que c'était après la visite de Charles de Gaulle, c'était la visite triomphale en Union soviétique, c'était en 1966. Et lui, comme le roi, il a visité toute l'Union soviétique, si vous le connaissez. Pas toutes les 15 républiques, mais il a fait le voyage de 11 jours. Il était en Union soviétique et Novossibirsk
Novosibirsk et Baïkonour, lancement de fusées, et Kiev, bien sûr, Leningrad, et voilà, Tachkent aussi, il a visité Tachkent, c'est pour ça que c'est un homme politique, un leader du pays qui était très connu en Union soviétique à l'époque. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est en ce qui concerne voilà les événements. Et il y a encore une chose inoubliable qui n'existe pas, je pense que maintenant, c'est que même à Moscou, à cette époque, pour Nouvel An, disons, on organisait pour les étrangers les promenades en traîneau. C'était à Vedenha. À l'exposition, il y avait de la neige. Voilà, vous voyez, il y avait de la neige et sur les traîneaux de chevaux, les touristes faisaient des tours et ensuite il passait le dîner et il avait le dîner dans le restaurant qui est de l'autre côté de la fontaine Épidore. Si vous le connaissez, il est en réparation actuellement. Voilà, là-bas c'était un grand restaurant et les étrangers déjeunaient ou dînaient là-bas. Voilà, au fur et à mesure, pas toujours bien sûr. Voilà, c'est pour ça que c'est pour les grandes fêtes, c'était très très populaire. Ensuite, une chose qui m'intéressait particulièrement, c'est que on a été libre dans le choix des groupes. Vous savez, c'était pas des stricts, c'est-à-dire le chef du groupe. Il n'avait deux groupes de Français. Vous voyez ici, voilà, c'est une lettre qui m'a envoyé un des touristes. Voilà, c'est le groupe Moscou RSS, avenue Karl Marx, ça s'appelait. Voilà, à l'époque, une touriste, groupe français numéro 2, Eugène Lukendorf. Nous étions se trouver près de Kitaï-Gorod Stena, le Muraille. C'est Hôtel Métropole, si vous connaissez. Il y a un cours du côté droite. Et voilà, là-bas, il y avait l'entrée pour... nous étions au troisième ou quatrième étage, je me rappelle plus exactement. Voilà, ces deux groupes français qui se trouvaient là-bas. Il y avait l'anglais, mais il était un peu à part. Voilà, des groupes des pays socialistes aussi, il était à part. Et voilà, c'est pour ça que nous étions tout juste au centre. Pourquoi? Parce que assez souvent, on était obligé quand on était de service, surtout en hiver, il n'y avait pas beaucoup de touristes, on devait quand même être présent sur le travail. Il y avait des touristes individuels qui venaient, qui passaient leurs commandes à l'hôtel. Mais les individuels étaient logés presque toujours au centre de la ville, c'est l'hôtel national, une touriste qui est démolie après Métropole et d'autres qui est juste au centre de la ville. Et c'est pour ça qu'on recevait la commande, disons, tour de ville avec tel ou tel monsieur, avec madame. Et voilà, et on se déplaçait à pied parce que c'était tout près et on rencontrait ce touriste et on faisait tour de ville avec lui ou on allait avec lui dans le musée. Voilà, c'est en ce qui concerne le placement. Voilà, et comme j'ai expliqué, on n'était pas forcé de prendre tel ou tel groupe. Il y avait le choix. Les garçons préféraient, disons, de prendre des tours de car qui étaient très répandus à l'époque. Les jeunes filles, plutôt à Moscou, Leningrad ou pas loin de Moscou. Voilà. Et les touristes qui se déplaçaient en car, c'était un phénomène de l'époque. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de vols d'avion, ou peut-être les gens préféraient de voir pas seulement l'Union soviétique, mais d'autres pays. Disons, ils partaient de France à travers toute l'Europe, ils voyaient quelque chose là-bas, à Prague, à Varsovie, avant de se rendre à Moscou et en Union soviétique. Et voilà, il y avait pas mal de cars qui venaient, et on les distinguait à Moscou, il y avait beaucoup de cars étrangers, pas comme maintenant, qui étaient somptueux, très luxueux, de l'extérieur très joli et très confortable à l'intérieur. Et voilà, et on nous a donné ce groupe-là, il fallait aller recevoir à la frontière. Pour nous, pour les moscovites, c'était Brest, Litovsk, Brest tout simplement. Pour des habitants de Leningrad, ces Léningradiens, ils venaient à la frontière finlandaise, là-bas.
Voilà, et voilà, on prenait le train, on nous donnait les tickets, on prenait le train jusqu'à Minsk, jusqu'à Brest, pardon. On allait là-bas à la frontière, on attendait le car qui passait la frontière, on le prenait à la charge et on se déplaçait avec le Minsk. On passait la nuit là-bas où on faisait un petit tour à Minsk, aussi une colline de la gloire là-bas à côté de Minsk. Et on se déplaçait à Moscou, c'est pas loin, au total ça fait 800 kilomètres à peu près la distance. Et ensuite, les cars partaient d'habitude pour le retour aussi, jusqu'à Brest, où ils se déplaçaient par l'Ukraine jusqu'à la frontière hongroise, Tchop là-bas, ou dans le nord, via Saint-Pétersbourg, via Leningrad, jusqu'à Vyborg et là-bas à la frontière finlandaise. Voilà, c'était des itinéraires. Et parfois, il y avait aussi des situations anecdotiques. C'est que un car qui est venu, j'étais avec lui, et il est juste après la frontière, même avant la frontière, venir à Brest, il avait un problème avec le chargement c'est pas le car, pas le car, mais le conducteur qui était le chauffeur, il dit qu'il a un problème de chargement de la batterie. Voilà, mais à l'époque, comme vous comprenez, il n'y avait pas de service technique, ni pas de véhicules étrangers, non plus des cars. Mais quand même, c'était pas très grave. Il avançait, il était à Moscou, et on a essayé de le faire quelque chose ici, mais ça n'a pas marché. Ensuite, c'était l'itinéraire qui passait avec lui à Kiev. Je me rappelle, j'étais avec eux et là-bas, c'était un peu plus grave. La situation avec le guide local de Kiev, une jeune fille, on a pris la décision qu'elle va mener avec le car ukrainien de Kiev, les touristes, le programme qu'elle avait à Kiev, et moi, avec le chauffeur, nous sommes allés, je ne sais pas comment nous avons accordé ça, nous sommes allés dans le parc de bus local, c'était les cars russes qui travaillaient, les cars qui servaient de la ville, tout simplement. Et voilà, là-bas, c'est un électricien là-bas, ce qui était très malin, il a manipulé une chose avec une ampoule, c'était une sorte de résisteur comme ça qu'il fallait faire. Il a fait, il dit que jusqu'à la frontière hongroise, ça va marcher pour toi. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est débrouillé comme ça. C'est des occasions comme c'était très intéressant. Et une autre fois aussi, nous étions quelque part, je ne me rappelle plus exactement dans quel itinéraire c'était, mais il fallait prendre de l'essence, du gazole, c'était le bus à diesel, et il n'y avait pas assez de stations de service, stations de pompage. Et on a fait une escale, une petite station de service, c'était presque à la confine dans Kolkhoz, de Sovkhoz là-bas. Et je demande, et encore une chose, c'est que à l'arrivée des cars, les chauffeurs étaient obligés d'acheter avec des devises des bons de l'essence parce que ils n'avaient pas le droit de payer en rouble sur les stations-service. Il fallait avoir des bons spéciaux de l'intouriste qui étaient valant dans telle quantité d'essence, du diesel, de mazout. Voilà, voilà, c'est le pompiste, il dit que d'accord, pas de problème, on fait le plein, je ne sais pas combien, presque 300 ou 400 litres on a chargé parce que des cars, ils ont des réservoirs assez spacieux. Voilà, il a fait ça et ensuite je reviens au chauffeur, mon chauffeur, et demande combien de tickets il faut. Il me donne les tickets, je reviens chez les pompistes, je lui donne et dit qu'est-ce que c'est? Je dis voilà, c'est pour les étrangers, c'est le bon à paiement, le carburant, tout ça. Je connais pas. Voilà, mais on n'a pas d'autre. Voilà, tu prends ça? Non, je prends pas. Allez comme ça.
Bon. Et quand je suis été de retour et j'ai expliqué au chauffeur, je lui ai rendu ces bons-là au chauffeur, il n'a pas me cru. Il fallait voir son visage parce que 300 litres de l'essence, de gazole comme ça et comme le cadeau, c'était vraiment fantastique pour lui. Voilà, c'était la générosité soviétique de l'époque, vous voyez, comme ça. Maintenant, ce sont des choses qui ne passent pas, bien sûr. Voilà, et encore un bus qui était très intéressant, la visite dont le groupe, je n'oublie jamais. C'était aussi à Brest que je suis venu pour le recevoir, le car. C'était en été, oui, en été, et le car était petit, il était matriculé belge, matriculation belge. Cetra, le petit car, et le conducteur, je me rappelle toujours, c'était qui portait le nom tout à fait extravagant, mais l'unique. Je ne connaissais pas d'autre, il était Napoléon. Voilà, d'après son prénom. Voilà, mais il était petit, très sympathique. Voilà, il fumait toujours pas de gauloises, parce que c'était des cigarettes de l'époque très répandues, mais c'était Boyard. C'était le pire que gauloise, si vous le connaissez, ces papiers à maïs jaunes, et le tabac tellement fort, mais comme il m'a expliqué, il aimait ça. Pourquoi? Parce que quand il ne fume pas, c'est-à-dire il n'aspire pas, la cigarette s'éteint. Voilà, s'éteint et c'est très économique. Et à bout de quelques minutes, il rallume et il continue. Parce que si avec d'autres qui étaient avec plein de 6 litres, tout ça, ça brûlait jusqu'au bout. Voilà, mais lui, il était comme ça. Bon, voilà. Et le petit groupe, c'était des Canadiens. Des Québécois, c'était la première fois que j'ai eu des Canadiens. C'est ma première rencontre parce que les Français, je l'ai appris, ils ne sont pas tous les mêmes, bien sûr, mais quand même il y avait des traits communs, tandis que les Canadiens, ils étaient tout à fait différents, mais surtout c'est la prononciation. Ça, c'était le pire. 2 jours. Je leur demandais chaque phrase qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle me demandait, parce que il fallait que, au bout de 2 jours, j'ai commencé à les comprendre et il fallait s'habituer. Et un exemple avec ce groupe, on a été logé au centre de la ville, dans l'hôtel Intouriste qui n'existe plus actuellement, à côté de National, c'était Petite Gracielle, et on a été, je ne sais pas pourquoi, dans l'ascenseur. Et quand je parlais avec le groupe, et quand au rez-de-chaussée on est descendu, on est sorti, il y avait un Français dans l'ascenseur aussi avec nous, c'était un grand ascenseur. Il s'adresse à moi, il comprend que je ne suis pas du groupe des Canadiens. Et comment vous les comprenez? Voilà, voilà, ça m'aide aussi. Bon, voilà, revenons à nos moutons. Et c'est le groupe de 15 personnes à peu près, de l'âge différent. Il y avait bien âgés, un peu âgés, il y avait des jeunes, même aussi des jeunes filles qui étaient là-bas. Et au bout de 2 jours, voilà, quand j'ai commencé à leur comprendre mieux, c'est le chef du groupe, assez jeune, une trentaine d'années, très en vogue, habitué avec des chemises multicolores, des cravates, tout ça, c'est comme hippie à l'époque, il s'habillait. Le chef, il m'a avoué qu'il est prêtre, lui. Et tous ces gens-là, dans le cas, c'est sa paroisse. Les croyants, c'est de la même église, voilà, ça c'est... Il m'a aussi raconté sa vie, il était d'une famille très riche, millionnaire, son père, et parce que il m'a expliqué sa transformation psychologique, disons, dans la vie. Il est prêtre à ce moment-là, mais avant, il était aventurier, parce qu'il m'a expliqué. C'était pas dans la ville il y avait une ferme de son père, un rancho, disons, et il voyait parfois des vaches des voisins qui venaient sur le territoire de son père. Et il les tuait.
parce que c'était infraction, disons, de la frontière. Il avait le droit, peut-être, mais c'est comme ça, des bêtises de la jeunesse, comme il a expliqué. Mais après, il a changé tout ça. Et aussi une chose qui le caractérisait euh, à toutes les frontières, il y avait des représentations de l'agence Presse Novosti, vous le connaissez, voilà, c'est des publications, c'est ça. Et il y avait plein de bouclets sur le marxisme-léninisme, les œuvres de Lénine, des pliants, des brochures, tout ça. Voilà, il a pris et en chemin faisant, parce que la route n'était pas très vite, il feuilletait ses œuvres. Et dans quelques jours, il me dit que, vous savez, c'est marxisme, c'est quand même, c'est trop proche du christianisme, de Dieu, voilà. Il ne connaissait marxisme, voilà, il a fait la connaissance. Et voilà, comme j'ai expliqué qu'il était le prêtre, c'est sa paroisse très aimable, des gens. Et quand nous sommes arrivés à Moscou, on faisait des tours, des excursions, des tours de ville, des musées, tout ça. Bon, à un moment, il me demande, est-ce que je peux le déposer près du sauna? Il aimait faire dans le bain russe. Voilà, j'ai descendu à Saint-Denis. Il est allé lui tout simplement tout seul. Et dans 3 heures, nous sommes fixés le rendez-vous auprès du théâtre Bolchoï, tout ça, parce que c'est pas loin. Bon, il était juste à ce moment-là, mais je dis comment ça s'est passé. Il était émerveillé. C'était ébloui par l'accueil, tout ça, l'atmosphère. Il fait la connaissance avec des jeunes étudiants de MGIMO, voilà, qui s'exprimaient en anglais, parce que je pense qu'il parlait l'anglais aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il était ravi de sa visite. Dans le sauna. Et encore, c'est un trait caractéristique à lui, dès sa frontière, il passait toujours au conducteur, au chauffeur, une cassette, c'était des cassettes à l'époque, des cassettes avec le premier concert de Tchaïkovski. Voilà. En chemin faisant, jusqu'à sa sortie à la frontière finlandaise, une vingtaine de fois que j'ai entendu de bout à bout le premier concert de Tchaïkovski. Vraiment, c'est une chose ravissante. J'ai compris en écoutant, c'était une bonne écoute là-bas. Et il adorait ça, voilà, et je pense que les autres aussi, c'est des gens de sa paroisse. Mais ce qui est intéressant avec lui, après Moscou, nous sommes allés vers Leningrad, et comme vous le savez, à 70 km de Moscou se trouve le musée Tchaïkovski, c'est à Klin. Voilà, et dans le programme, c'était prévu. Voilà. Nous sommes allés là-bas, on descend du car, on fait le visite, et quand nous sommes entrés là-bas, il était stupéfait, lui. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Pierre Tchaïkovski, c'est un Polonais. Et sa découverte, c'était, je pense, que la découverte de toute sa vie. Quand il est entré dans la maison qui appartenait à Tchaïkovski, quand il a vu le piano à queue qui était au second étage là-bas, au premier étage, pardon, et tout ça, il était vraiment... Toute la vie, ça a changé, surtout qu'il aimait Tchaïkovski. Voilà, c'était pas artificiel, c'était pas forcé, mais vraiment comme ça. Et après Saint-Pétersbourg, après Leningrad, ils sont partis vers la Finlande et ensuite par le nord, ils sont rentrés à Bruxelles pour prendre l'avion au Canada. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, s'il y avait des tours, des touristes un peu particuliers, c'était des supporters qu'on servait aussi, des supporters sportifs. Et il m'est arrivé aussi, c'était justement il y a 50 ans, 1972, c'était la grande bataille de hockey soviétique et canadien.
Voilà, il y avait des milliers, je ne sais pas combien de Canadiens qui sont venus ici. C'était un afflux énorme parce que tous les hôtels du centre de la ville étaient bondés des Canadiens, tout ça. Il était très bruyant, très agressif, mais pas du point de vue de l'agressivité, mais pour soutenir son équipe. Je pense que au total, ils ont perdu. Si je me trompe pas, je ne suis pas un sportif et pas un grand supporter, mais quand même, je pense qu'ils ont perdu. Mais on a été avec eux parce que j'avais aussi le groupe des Canadiens, des Québécois. La plupart, c'était des anglophones, bien sûr, des collègues qui travaillaient avec eux. Mais avec les francophones, j'avais un groupe. Et ce que j'ai retenu, ils criaient pendant le match, nous étions obligés d'y assister. C'était une phrase peut-être que vous connaissez, Dada Canada, Niet Niet Soviet. Voilà, c'était leur invention. Il était crié, tout le stade, presque tout le stade criait ça pour supporter son équipe. Voilà. Ensuite, il y avait aussi une équipe nationale. Il y avait une équipe nationale de France qui était un match de sélection, je me rappelle. Et j'étais aussi chargé de les servir. Même les joueurs m'ont offert le maillot de corps numéro 6 avec le coq sportif voilà, de l'équipe nationale de France. Et il était logé même à l'hôtel Majayskaya. Je ne sais pas si ça existe là-bas, au bout de Moscou. Voilà, mais pourquoi? Pour être tranquille, ne pas être dérangé par les supporters, parce qu'ils sont venus aussi. Moi, j'étais avec l'équipe nationale, mais mes collègues travaillaient avec des supporters. Il y avait 400 à peu près. Mais quand même, après le match ils ont perdu, je ne sais pas, ou peut-être le match nul, je ne me rappelle plus. Mais ce qu'ils n'ont pas réussi à échapper à la confrontation avec les supporters parce que après le match, c'était prévu la visite du Kremlin. Et voilà, j'étais avec eux, je leur montrais les beautés du Kremlin, tout ça. Et à la sortie de l'église de la Sainte Trinité, si je ne me trompe pas, il y avait aussi des supporters français qui ont reconnu leurs footballeurs et ça a commencé la bagarre verbale entre il accusait les joueurs, les Français, qu'ils ont mal joué, pas convenablement. Et c'était juste très, très dur parce que ça pouvait terminer par une vraie bagarre entre les supporters et les footballeurs français, voilà comme ça. Aussi une autre équipe pas l'équipe mais les supporters, c'était Standard de Liège qui est venu. Si vous connaissez, c'est le Liège, c'est en Belgique. La ville francophone et Standard, c'est son équipe de foot qui est venu à Moscou jouer, je ne sais pas contre quelle équipe. Mais ce qui était curieux particulièrement, ils sont venus presque, il y avait 300 touristes à peu près comme ça, mais ils sont venus avec des roubles déjà de Belgique, ce qui était défendu à l'époque soviétique, parce que tout étranger était obligé d'acheter des roubles ici. Mais là-bas, le marché noir fonctionnait en Belgique beaucoup mieux qu'en France, comme j'ai compris. Et il était tous bourrés de roubles. Il était acheté à très bon marché, je suppose. C'était pas de faux monnaie, mais des vrais roubles. Il leur dépensait ici tout ça, mais le plus curieux, c'était au départ. Parce que quelqu'un a fait croire que si à la sortie les douaniers trouvent des roubles, ce sera ils auront beaucoup d'ennuis à la sortie. Voilà ce que j'ai vu avec des poubelles. Ils déchiraient des roubles et jetaient dans les poubelles pour ne pas les présenter avant les douaniers, tout ça. Mais je pense que les douaniers ne pouvaient pas le faire, mais en tout cas, voilà, comme ça, c'était vraiment très, très, très bizarre tout ça, mais c'était comme ça, la situation.
Voilà, c'est pour ça que le supporter, c'est un thème à part et parfois c'était un peu difficile de travailler avec eux. Et ce que je voudrais vous parler aussi, c'est les voyages en train. Voilà, je vous ai parlé de Transtour qui faisait le transport de ces touristes de Moscou à Yalta par le chemin de fer. Mais il y avait beaucoup plus de touristes des pays socialistes qui venaient par train et qui partaient et faisaient des voyages à travers de l'Union soviétique en train. Mais j'ai eu l'occasion, de la chance plutôt même, d'avoir un groupe, c'était un groupe suisse. Et je ne sais pas si vous le connaissez, c'est que la Suisse, c'est un pays, l'unique pays dans le monde dont la densité de chemin de fer dépasse tous les autres pays. C'est un petit pays, mais par rapport à la superficie générale, la quantité de chemin de fer, la distance, c'est la première dans le monde. C'était à l'époque, voilà, quand j'ai travaillé. Peut-être ça a changé, je ne sais pas exactement. Bien sûr, la distance en Union soviétique, c'était beaucoup plus grande, mais les distances du pays, la superficie du pays est énorme. Voilà, c'était un groupe de Suisses. Il était diverses villes parce qu'il y avait des francophones purs, c'est-à-dire de la partie de l'ouest de Suisse, et il y avait des helvétiques, des allemandophones, comment ils s'appellent leur langue, j'ai oublié déjà. Voilà, et qui parlaient français, mais pas tellement parce que il n'y avait pas d'autres guides que moi. C'est pour ça qu'ils s'exprimaient, mais on sentait l'accent allemand dans leur parler. Et voilà, on a, après les visites de Moscou, les visites ordinaires classiques, on a pris le train sur la gare de Yaroslavl et on est allé jusqu'au Khabarovsk. C'était à peu près 10 jours, si je ne me trompe pas. Mais bien sûr, on n'était pas toujours dans le train. On faisait 3 escales. On sortait à Omsk, Novosibirsk peut-être, et Novosibirsk c'est sûr, à Omsk, Novosibirsk et Irkoutsk aussi, avant Khabarovsk. Et là-bas, c'est-à-dire on sortait du train, on était logé dans la ville, on faisait le tour, on visitait les musées, tout ça. Le train, bien sûr, ne nous attendait pas. C'était le train Moscou-Vladivostok qui partait sans nous. Il prenait d'autres passagers sur nos places et il se dirigeait à l'est. Tandis que on reprenait un jour après ou 2 jours, je me rappelle plus exactement, on reprenait le même train, le même numéro, et on repartait pour l'autre ville aussi. Et ça, c'était un peu fatigant, disons, un peu ennuyeux, mais quand même, il était prêt, il était préparé d'avance, je pense, à cette aventure. Et même on jouait au domino, on jouait aux cartes là-bas pour tuer le temps, voilà. Mais c'était vraiment, pour eux, c'était un voyage inoubliable. Et aussi une chose, c'est que je me rappelle, en tronçon qu'on passait, j'ai rencontré un guide anglophone de l'Intourisme de Moscou, qui était avec des Américains qui voyageaient dans le même train. Dans ce tronçon, nous sommes réunis. Et voilà. Et on bavardait avec elle et elle me dit, tu sais, chez moi, il y a un vieux dans le groupe américain qui a le guide de 1905. De la Russie. Voilà, il étudie tout ça avec ce guide-là. C'était en 1972 et avec le guide de 1905. Voilà, ça, c'était vraiment curieux, mais quand même, il était fanatique.
Et c'était la visite aussi avec ce groupe-là sur le lac Baïkal. On a fait l'escale à Irkoutsk, c'était Listvinichnoye, là-bas c'était l'endroit touristique au bord du lac Baïkal. Et ce qu'on a vu, c'était au mois de juillet, oui, juin ou juillet. Mais le lac Baïkal était glacial vraiment parce que si vous baissez la main là-bas, c'est 1 minute, pas plus que vous pouvez supporter. Mais à ce moment-là, quand nous étions avec les Suisses là-bas, j'ai vu les Japonais qui commençaient à se baigner, mais très court, quelques secondes. Mais je pense que c'était un rituel pour les jeunes Japonais, comme ça comment dirais-je, pour passer le baptême, disons, dans le plus grand lac dans le monde. Voilà, comme ça. Les Japonais sont plus fréquemment en visite cet endroit, ce quartier. Voilà, c'est pour ça que les Suisses étaient l'unique groupe avec qui je fais ce trajet jusqu'à l'Extrême-Orient. Et le retour était plus vite, bien sûr, c'était par avion qu'on est rentré de Khabarovsk à Moscou. Euh, Encore une chose qu'il y avait aussi, comme j'ai expliqué, que les touristes, ils possédaient d'hôtels, ensuite bases techniques, mais aussi ils organisaient, je ne sais pas si ça arrive actuellement, les tours, les visites de chasse. Voilà pour les étrangers, parce que ça c'est en devise et ça coûtait assez cher, parce que surtout la chasse à l'ours c'est l'unique, il y avait des licences et c'était, je ne sais pas combien par an il avait recevé cette licence et dans quel endroit, je ne connais pas. Mais j'ai eu aussi de la chance d'être avec un groupe des chasseurs français. C'était des hommes très riches, disons vraiment. Il n'y avait que des hommes, une dizaine à peu près. Parmi eux, il y avait un journaliste de la revue spécialisée de chasse. Il était dans le groupe pour voir, décrire et faire une sorte de publicité dans ce journal-là sur la chasse en Union soviétique. Et c'est ce groupe-là, ils sont venus à Moscou parce que je les accueillis à l'aéroport et j'ai vu quand ils passaient le contrôle de douane et c'était des fusils qu'ils apportaient, les fusils d'eux-mêmes. Ensuite, des cartouches de munitions aussi parce que le calibre était un peu particulier, c'est 16e calibre, pas pour tous, mais il y en avait. C'est pour ça qu'il était très bien préparé, très bien muni parce que, bien sûr, d'avance, tout était programmé, tout était accordé, toutes les nuances. Voilà, ils ont passé sans aucun encombre à la frontière, à la douane. Et après la visite de Moscou, nous sommes partis en avion c'était Rostov-sur-le-Don. Là-bas, c'est sur le Don, il y a des espaces, et l'espace, il y a beaucoup de roseaux, il y a des espaces d'eau, et il y a beaucoup de gibier d'eau. Voilà ce qui les intéressait parce que c'était la chasse au gibier d'eau, canard, les oies, et c'était juste le début d'automne, et ce sont les oiseaux migratoires qui passaient du nord au sud, au-dessus de la région de Rostov-sur-le-Don. Et c'était très bien organisé, vraiment, de la ville. Nous sommes partis dans l'endroit, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'était pas des dachas, mais des maisons de repos et de chasse pour les hauts
hiérarchie de l'armée soviétique. C'était pour les généraux, pour les maréchaux, c'est-à-dire parce que c'était géré par le ministère de la Défense, mais c'était pas toujours, mais il valait aussi gagner quelques devises à ce moment-là, parce que l'intéressiste recevait l'argent, mais il partageait avec eux. Et il donnait en location pour l'intéressiste, voilà, ces petits bâtiments très bien équipés à un étage, avec salle de billard, bibliothèque, c'était un confort imaginable. Et voilà, nous étions là-bas à peu près 4 ou 5 jours, si je ne me rappelle pas, les chasses tous les jours. Et il y avait des femmes de ménage aussi, les cuisinières, cordon bleu, qui étaient vraiment spécialistes. Et ils nous servaient, voilà, du gibier qu'on tuait les Français. Et ça, c'était un peu le pénible de travail, parce que pour moi et pour eux, ils étaient habitués, il fallait se lever à 3 heures ou 4 heures du matin. On réveillait bien sûr parce qu'on n'était pas en mesure de se réveiller tout seul. Ensuite, on prenait le petit déjeuner, on se mettait sur un bateau, un petit bateau comme ça, où tous les 10 personnes pouvaient se mettre là-bas, et avec des chasseurs. Mais ce que je veux dire chasseurs, c'est Jäger en russe. C'est des professionnels qui accompagnaient. Et chaque chasseur, ensuite, on est allé jusqu'à un endroit fixé où il y avait des petits barques. Voilà, un moteur, des barques. Chaque chasseur professionnel avait sa barque. Il prenait un Français avec lui. Voilà, mais comme c'était le nombre limité, c'est pour ça que chaque fois, moi, j'étais obligé de changer de français, de chasseur, pour ne pas ennuyer toujours par sa présence une seule personne. Et voilà, et ils se dispersaient à travers, c'est dans la brume encore, c'est très tôt dispersé pour ne pas se déranger. Et voilà, c'est la chasse qui commençait, et il tirait les oiseaux en vol, mais ce que je connaissais pas, bien que je suis été un peu, dans ma jeunesse, un peu chasseur, mais ce qu'il il est interdit absolument de tirer sur les canards, les oies, sur l'eau. Parce que très souvent, la barque, un moteur, il sortait de réseau. Et juste devant vous, vous voyez quelques oiseaux, quelques canards. On pouvait les tuer sur le coup, bout portant, disons, mais c'était défendu. Seulement les oiseaux qui étaient en vol. Moi, quand j'étais avec un Français, il rigolait parce qu'il passait quelques oies assez haut dans le ciel. Et il dit qu'il a tiré le premier, mais c'est le deuxième qui est tombé, parce que c'était la distance, mais par hasard, il n'a pas mesuré la distance et la vitesse de cartouche qui est montée. Voilà, c'est comme ça. Et c'était le matin, mais après, à le retour vers 9 heures, on mangeait de nouveau et on se couchait. On se couchait jusqu'à jusqu'à 3 heures de l'après-midi, et on revenait, mangeait, et on reprenait aussi le même relais, c'est-à-dire c'était la chasse du soir. La chasse du matin et la chasse du soir. Voilà, c'est 5 jours comme ça. C'était intéressant, mais tous les jours, je vous dis qu'il y avait des canards à table, cuisiné par ces femmes merveilleusement bien, et on se régalait vraiment. Et si je me trompe pas, on ne buvait pas tellement, ni français, bien sûr, ni les chasseurs, mais juste après avoir terminé cet exploit sportif de chasse, il y avait un festin aussi d'adieu. Tous les chasseurs étaient invités aussi. Avec les Français, il y avait une vingtaine, plus des femmes, des services aussi étaient invités.
Et les Français, je ne savais pas, ils apportaient un stock d'alcool assez grand. C'était de cognac, whisky, ensuite Ricard. Et voilà, ce que moi aussi, je me rappelle, il y avait un chasseur à qui il proposait Ricard. Il dit oui, il ne parlait pas bien sûr français. Et on lui versait un verre de Ricard et demande de l'eau. Parce que, comme vous le savez, les Français, ils coupent, ça devient le boisson blanc. Les Ricard avec de l'eau, ça devient blanc comme du lait. Voilà, il dit que non. Et il a bu d'entrée, et les Français étaient vraiment très étonnés parce que c'est fort comme l'alcool, c'est plus que 50 degrés quand ce n'est pas coupé. Mais voilà, c'est comme ça. C'était bien amusant et ils étaient très 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 contents parce que la chasse était vraiment très réussie. Mais ils n'avaient pas le droit d'apporter le gibier tué en France. Voilà, bien sûr, ils étaient obligés de rester. C'était plutôt intérêt sportif pour eux. Voilà, c'est en ce qui concerne la chasse et aussi le voyage en groupe que je peux pas oublier, c'était un groupe des écolières belges de Bruxelles, si je me trompe pas, une vingtaine de personnes, de jeunes filles, c'est presque de l'année terminale. Et elles sont venues avec deux moniteurs, deux femmes aussi. C'était le professeur et le moniteur qui les accompagnaient. On a fait le tour de la ville, tous les musées qui étaient prévus. Mais après, il m'avait invité, j'ai pas pu refuser parce que c'était vraiment pour moi intéressant. C'était une histoire un peu, c'était bizarre pour moi, inhabituel, c'est que le professeur de cette école était à Moscou. Qui travaillait à l'époque, et son frère aussi, il était enseignant, mais je ne sais pas si dans la même école ou non, dans la même école. Et c'est que c'est une famille, c'était deux personnes de Moscovite, disons, fils, le frère et sa sœur, dont l'histoire est très très intéressante, c'est qu'ils sont descendants du matelot de Cuirassier Potiomkin. Voilà, c'était 1904, si je me trompe pas. Et quand le Potiomkin était accosté à Constanța, c'est en Roumanie, l'équipage a quitté le navire, le bâtiment de guerre, le bateau. Et quelque temps, il était en Bulgarie. Non, attendez, c'était Bulgarie. En Roumanie, pardon, en Roumanie. Quelque temps, ils ont... Et voilà, c'est le matelot, je ne connais pas son nom. Il a fait la connaissance d'une Ukrainienne qui vivait là-bas, qui est devenue sa femme. Mais à bout de quelque temps, les Romains le roi romain, il a voulu se débarrasser des matelots russes qu'il croyait aussi des révolutionnaires qui pouvaient faire de la révolution en Roumanie, et il était obligé d'abandonner, de partir de Roumanie, et c'est le roi belge, c'est Léopold à ce moment-là, si je me trompe pas, oui, qui les a accueillis là-bas. C'est pour ça que le destin les a amenés en Belgique, et voilà, c'est frères et sœurs qui sont nés là-bas, des parents, disons, de l'empire tsariste de l'époque, de l'empire russe. Mais au bout ils travaillaient là-bas à l'école, et leur langue maternelle était le russe, bien sûr, parce que le père et la mère parlaient russe, mais aussi ils ont terminé l'école belge. Le français leur était langue maternelle aussi. Et dans les années 50, ils ont pris tous les deux la décision de revenir en Union soviétique qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire, voilà, c'est pour moi, c'était ceux qui n'ont
pas de point d'attache, rien en Union soviétique. Seulement, voilà, c'est l'histoire de ses parents et qui est liée avec la Russie et les a poussés d'aller en Union soviétique. Ce qu'ils ont fait, ils n'étaient pas persécutés, heureusement. Ils ont travaillé à l'Institut, je ne sais pas. On leur donnait l'appartement. C'était quelque part, pas tout à fait au centre, mais un très bon quartier. C'est pour ça que tout le monde était ravi. Voilà, c'était la rencontre avec l'institutrice. C'était vraiment très émouvante avec des jeunes élèves belges. C'était très, très, très fascinant, ça. Aussi, il y a des Belges, mais ils sont des conservateurs. Il y en avait en Belgique aussi. Je connaissais dans mon groupe, il y avait un vieux, une soixantaine, 80 ans à peu près, et sa fille. Il était descendant de la garde blanche, voilà, de l'officier. Mais ce qu'il parlait français comme une vache espagnole, vraiment. Il a travaillé dans la bibliothèque là-bas. Il n'a pas voulu apprendre le français, et c'est-à-dire il était obligé de s'exprimer, mais il détestait la langue. Et sa fille, qui était avec lui dans le groupe, elle m'a dit qu'à la maison, il interdit de parler français, seulement le russe. Voilà, c'est comme ça. C'est les dictateurs comme ça, mais c'est vraiment très, très amusant, ça. Bon, ce qu'il y en avait aussi intéressant pour le service des guides interprètes, c'est que pas seulement des guides qu'on a été, on travaillait comme des interprètes, et c'était le cas de 1900, en 1972 à peu près aussi, il y a 50 ans, ou 11, je peux pas vous le dire exactement. C'était la visite en Union soviétique, c'était l'époque de Brejnev, secrétaire général. C'était la visite de successeur de Charles de Gaulle, c'est Pompidou, Georges Pompidou qui était venu. Mais la rencontre n'était pas à Moscou, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils ont choisi Minsk. Peut-être c'était plus près de la France, et Pompidou n'avait pas assez de temps pour se déplacer. Mais voilà pourquoi à quel rapport avec les touristes, vous me demandez. Mais c'est que à l'époque, il n'y avait pas assez d'interprètes, surtout le français n'était pas leur première langue, c'est pour ça que toutes les commandes de demande passaient par l'intouriste. Et voilà. Et quelques interprètes nous étions demandés pour nous déplacer là-bas pour servir. Mais mon collègue il s'occupait des journalistes français qui sont venus spécialement par un vol spécial. Et moi, on m'a chargé de l'équipage de l'avion des journalistes. Et c'est que c'était un peu inhabituel, c'était pas l'aéroport civil qui servait d'arrivée, mais c'était l'aéroport militaire. C'était au mois de janvier, le froid était terrible à l'époque. Quand nous sommes venus, sommes allés de l'aéroport ordinaire pour les gens, et on suivit. Ce qui m'a étonné, les villages, et tous les villages étaient, les maisons qui étaient tout le long étaient, comment dirais-je, étaient couverts de la haie. Peint en blanc comme la neige pour fermer l'aspect extérieur des maisons. C'est-à-dire c'est un couloir, mais des maisons, on ne les voyait pas. Il était fermé par la clôture, disons, en bois comme ça. Voilà, c'est pour ne pas gêner la vue des étrangers. Voilà, et comme je dis, c'était l'aéroport militaire et je m'occupais, je sais pas, au début, ce que je faisais avec l'équipage, mais peut-être tout ce qu'ils en avaient besoin, j'étais intermédiaire pour servir d'interprète avec l'administration de l'hôtel et de l'aéroport, tout ça. Et c'était l'avion Caravelle, c'était l'avion à réaction, si vous le connaissez, Caravelle, très joli, avec la descente, la passerelle dans la queue. Là-bas, c'est comme Yak 42 soviétique.
Et tout était normal, tout ça, mais dans la nuit, la première nuit, parce que les journalistes sont venus avant, comme nous aussi, et dans la nuit, on me réveille, il dit que il y a un accident, il faut aller très vite. Oui, je m'habille, je pars avec le capitaine de bord, et le commandant de bord, et ce qu'il y en avait, il y avait un accident vraiment, parce que c'était un hiver, et on dégageait la piste avec un camion sur lequel était installé un réacteur de l'avion. Avec la chaleur, il dégageait la piste, tournait en voiture pour dégager la piste. C'était une sorte de chasse-neige, mais avec le gaz, le gaz chaud du réacteur. Et c'était bien sûr le soldat au volant. Et dans la nuit, il a sommeillé peut-être et il a touché, il se heurtait dans l'aile de la caravelle. Aileron, c'est la partie arrière de l'aile. Bien sûr, c'était pas catastrophique, mais quand même, l'avion ne pouvait pas voler. Et voilà, nous sommes venus avec le commandant de bord j'étais la première fois en avion française et je fais le petit voyage parce qu'il a mis en marche les réacteurs pour déplacer l'avion, pour ne pas encombrer la place parce que il fallait attendre aussi l'arrivée d'autres avions pour emmener des journalistes en France, à Paris, et pour emmener cette pièce à rechange pour réparer cette caravelle-là. Voilà, c'est comme ça que je fais un petit voyage dans l'avion. Aussi, en ce qui concerne l'aviation, dans l'autre cas, c'était Air France avec qui je travaillais. C'était le 20e anniversaire du premier vol Paris-Moscou par Air France. Il y avait une délégation, une petite commémoration de cet événement à Moscou. Et il y avait le président d'honneur d'Air France qui était venu. Un homme très connu en Union soviétique à l'époque, c'est le général Pierre Poujade. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un général qui, en certaines périodes, il était le chef de Normandie-Niemen en Union soviétique pendant la guerre. Il était, parce qu'il y en avait plusieurs, il se remplaçait, mais c'était un moment il était en retraite, mais Air France l'a pris comme la présentation président d'honneur d'Air France. Et avec lui, ce que je me rappelle, on a assisté à toutes les cérémonies, tout ça, je servais d'interprète, mais ce qu'il m'a demandé, c'est une chose aussi un peu bizarre. Vous connaissez qu'à cette époque-là soviétique, il y avait des magasins pour les étrangers qui s'appelaient Berezka. Voilà, peut-être vous les avez vus, où il y avait des articles, des meilleurs articles, ensuite des choses qu'on ne trouvait pas nulle part en Union soviétique, des boissons étrangères, des cigarettes, des matrioshkas, tout ça, et caviar. Mais il s'agissait de caviar pour lui. Voilà, c'est qu'il m'a demandé de lui trouver, pas moi personnellement, mais avec lui bien sûr, du caviar, mais pas du caviar noir ordinaire, mais pas Yusnaya, si vous le connaissez, c'est le caviar de moindre qualité dont les œufs, ils sont pressés. C'est un caviar, c'est comme une pâte, pas des œufs qui se sont séparés. Et c'est un caviar qu'on leur donnait pendant la guerre. Voilà, comme il était l'officier supérieur, surtout l'étranger, peut-être les pilotes français aussi, on leur donnait ce caviar-là. Et c'était le goût du caviar qui lui est resté. Avec lui, en voiture, nous avons fait plusieurs Berezka, mais nulle part on n'a pas trouvé. Il y avait d'autres caviars de meilleure qualité, des grains, tout ça, supérieurs, mais pas de caviar comme lui. Il était un peu déçu parce que il comptait avoir le goût du passé, disons, quand il était en Russie pendant la guerre.
Voilà, encore comme le guide, comme l'interprète en servait, il y avait il y a toujours, c'est une grande firme française qui s'appelle Technip, de production, de construction, technique des entreprises, tout ça. Et à ce moment-là, quand j'étais à l'Intouriste, elle était en construction, cette firme, de l'usine d'épuration du gaz. Le thème du gaz est actuellement, de l'actualité actuellement. Voilà, c'est à Orenburg. Et c'était une période basse saison pour nous. Il n'y avait pas de travail à Moscou. Et avec mon collègue, copain, on a été envoyé pour un mois à Orenburg, servir d'interprète pour la construction, voilà, de ce gaz d'épuration, l'usine d'épuration du gaz, parce qu'il y avait des travaux de soudage. Voilà, il fallait apprendre la lexique, tout ça, comment ça se fait le soudure, tout ça, les termes. Et voilà, et on a été un mois dans la maison qui était tout neuf. Et il n'y avait pas d'autres habitants que des Français, quelques familles françaises, des spécialistes, et nous. Voilà, parce que pour le reste, il était inhabité. Il y avait le chef d'entreprise, il était d'origine russe aussi, avec le nom de famille russe, je me rappelle plus lequel, mais il parlait merveilleusement bien russe. C'était le chef. Voilà, comme ça, c'est pour ça qu'on était obligé de travailler dans divers domaines. Encore, et aussi, comme le interprète, c'était la mission qui était nous confiée à mes collègues, à moi et quelques collègues, c'est l'accompagnement des touristes soviétiques à l'époque à l'étranger. C'était pas l'Europe, mais c'était l'Égypte. C'était 1974, oui, et c'était juste après la guerre de 7 jours. Et l'Égypte, il doit, parce qu'il y avait des fournitures d'armes de l'Union soviétique et il n'y avait pas assez d'argent au pouvoir égyptien et il était chargé de recevoir à son compte les touristes soviétiques, c'est-à-dire un logement, tout ça, c'était pas payé. Et voilà, mais les excursions aussi, c'est-à-dire les touristes qui payaient ici à Moscou, leur tour, mais la Russie, les touristes ne payaient rien à l'Égypte. Ils recevaient gratuitement pour compensation des dépenses militaires, pour les armements militaires. Et voilà, c'était aussi. Mais là-bas, il fallait travailler parce que il n'y avait pas assez de guides avec le russe, presque pas. Et surtout, il y avait, on connaissait d'avance, il y avait un guide avec l'anglais, avec en français. Et moi, j'avais une jeune femme qui s'exprimait en français. Voilà, moi, je faisais la traduction en russe, dans ce cas, vice-versa, pour les touristes soviétiques qui visitaient l'Égypte. C'était Alexandrie. On est allé en bateau, c'est d'Odessa, le paquebot Armenia jusqu'à Alexandrie, ensuite par chemin de fer jusqu'au Caire, ensuite c'était la vallée du Nil, là-bas, Luxor, voilà. Mais c'était vraiment très intéressant et très, très instructif comme le voyage. Et aussi, le touriste, quand même, il aimait attirer les étrangers, les touristes. Et comment? Voilà, il y avait de temps en temps des journalistes de la presse spécialisée du tourisme qui étaient invités aux frais de l'Intouriste et qui visitaient diverses régions de l'Union soviétique. Et d'après ces visites, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, ils faisaient
disons, une sorte de compte-rendu dans la presse spécialisée pour promouvoir voilà, le tourisme en Union soviétique. Et ça marchait, ça marchait. Comme je vous ai expliqué, voilà, c'était le journaliste invité dans le groupe des chasseurs français aussi pour promouvoir voilà, les tours, la visite de chasse en Union soviétique. Voilà, en gros, voilà tout ce que, si je n'ai rien oublié, je pense que je vous racontais, voilà, vous voyez les prospectus ici, c'est les prospectus que distribués aux touristes étrangers dans les hôtels. Et ça, c'est aussi servait d'une sorte de publicité. Si vous avez des questions, je vous en prie. Merci pour votre langue parfaite et très poétique, parce que vous utilisez un peu les mots archaïques qui n'ont jamais, peut-être on peut se trouver en France, mais très très bon, excellent, c'est beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai travaillé, j'ai aussi votre collègue. À un moment, je travaillais comme accompagnateur des touristes français sur le train transsibérien à Moscou, en bateau Pékin. Oh là là. Ouais, c'est aussi. Et juste, j'ai deux questions. Je m'appelle aussi Evgeny comme vous. Ah, C'est parfait. très, très plaisant pour moi. Un Et donc, plaisir. il y a autre question un peu méchante, peut-être, parce qu'on sait que la KGB bien surveillait toutes les étrangères qui arrivent ici. Est-ce que vous avez des relations, parfois, des gens, ou peut-être, c'est pas dans votre biographie, comment c'est. Est-ce que vous avez voyez quelqu'un qui travaille comme KGB et qui me dit toi, tu dois aller là ou là, c'est Non. interdit ou Oui, j'ai quoi, compris qu'est-ce que la tu question. fais? Non, disons, parmi mes collègues, il n'y en avait pas, ça c'est sûr, parce qu'on travaillait d'arrache-pied et le KGBiste, si vous voulez, il ne peut le faire parce que travailler de jour en nuit, vous savez, parfois, le travail, on terminait à 8 heures, on a envoyé le groupe, on terminait à 9 heures, 10 heures, à 8 heures du matin, on devait être dans le restaurant. Et heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas d'embouteillage comme actuellement. Parce que voilà, maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est possible que je travaille, voilà, comme j'ai travaillé actuellement? Je dis non, c'est pas possible. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de retard. Tout était calculé. Si on avait un tour en car, dans le vieux car Lvov, 1 heure, c'était 1 heure et pas 1 heure et demie, 1 heure et quart. Vous savez, parce que c'était comme la montre suisse, ça marchait et vraiment. Mais peut-être il y avait dans les hôtels, tout ça, il y en avait des gars, pareil, ça c'est sûr. Mais C'est dans le groupe, par exemple, il y a quelqu'un qui surveillait, non? non, pas spécialement, parce que ça ne m'intéressait pas. C'est caché. Oui. Mais pour ce qui est mes collègues, je pense parce qu'on Parce vraiment. qu'à l'étranger, c'est toujours, il y a des chefs qui surveillent le groupe Ah russe oui, qui est là-bas, là-bas, oui, c'est ça. sûrement. Non, peut-être quand j'étais, c'était en Égypte, comme je vais vous raconter le dernier épisode, il n'y avait que des femmes dans le groupe. C'était le groupe des médecins, parce que quand on me présentait le groupe, c'était juste au centre dans le syndicat des médecins de Moscou. Et voilà, il n'y avait que des femmes. Mais au bout du compte, quand on est parti, il y avait un homme, il se présentait comme mari d'une femme, pas dans le groupe, mais qui travaillait comme médecin. Et ce que les médecins étaient très intéressants là-bas, ils ont apporté avec elles, pardon, parce que c'était des femmes, je ne sais pas combien de litres d'alcool pur médical.
pour le prophylaxie contre les maladies de l'estomac, tout ça. Et à chaque repas, il versait de force à chaque personne quelques grammes, tout ça, on coupait avec de l'eau, mais c'était obligatoire. Mais vous comprenez que là-bas, en Égypte, c'était à l'époque, c'était très dur. Evgeny, il y a d'autres questions, plus peut-être intéressantes. Je sais que les touristes françaises aiment beaucoup chanter. Et Oui. Sur le mont pratique, Oui. elle a toujours chanté. Oui. Et moi, j'aime beaucoup ici chanter. On a chanté ensemble à Mongolie, dans la yourte. Après Vodka russe, on a chanté des français, en breton, russe, chanson des Cosaques, etc. Avec Vodka, c'est parfait. Et est-ce que vous souvenez quelque chose? Quelles chansons de chanter il y a 50 les touristes? Est-ce qu'il y a chanté? Des Quoi? chansons, vous savez, plutôt pas des chansons contemporaines de l'époque, mais des chansons traditionnelles. C'était Chevalier de la Table Ronde, si vous le connaissez. Ensuite, Un petit verre. Qu'est-ce que je me souviens? L'hôpital de Nantes, est-ce qu'il chantait? Sur le pont d'Avignon, voilà, ça a été obligatoire. On y danse, on y danse. Les autres, je me rappelle pas tellement, mais c'était plutôt, vous savez, dans les groupes qui voyageaient dans le car. Voilà, il y avait du temps, les trajets. Et c'est pour ça qu'il y avait le micro, on pouvait, mais dans d'autres situations, pas tellement. Et vous avez plus de temps, voilà, pour ici. 5 jours en Ah, train. voilà, tandis qu'ici, Léger. tout était serré, vous voyez, c'était comme à la chaîne. Voilà, je vais expliquer, c'est vraiment, je pourrais pas travailler comme c'était avant. Et c'était une école formidable de l'organisation, de préparer tout le nécessaire. Ensuite, c'est comme nous que vous êtes pour les enfants, parce qu'ils peuvent se perdre, tout ça. Mais parfois, il y avait voilà, en Asie centrale, disons à Tashkent ou à Samarkand, je me rappelle plus, les Français, le soir, ils étaient libres, ils se baladaient, parce qu'il était moins chaud, ils se baladaient en ville, et le lendemain, je ne trouve pas deux messieurs qui sont absents. On est passé la chercher. Mais il était difficile, ils étaient malades tous les deux. En se promenant, ils ont rencontré un mariage. Il était emmené et jusqu'au matin, ils ont été sous complètement. Voilà, c'est pour ça que c'était très difficile voilà, comme ça, des rencontres avec le peuple local. Voilà. Mais c'était, je pense que pour eux, inoubliable. Merci beaucoup. Tant Il y a de quoi, quelqu'un au d'autre? plaisir. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous poser deux questions. Une question relative aux visites guidées près de Kremlin. On sait que à l'époque et maintenant aussi, pas tous les endroits dans le Kremlin étaient ouverts aux touristes étrangers et aussi pour les touristes russes. À l'époque, est-ce que quel endroit, par exemple l'armerie notamment, ou le Grand Palais était ouvert, s'il était une différence pour les touristes russes et pour les touristes étrangers? C'est la première question. La seconde question, c'est comment est-ce qu'il existait des questions inconvénients? Est-ce qu'il existait des instructions idéologiques? Comment vous devez répondre aux questions inconvénientes, on peut dire, aussi, est-ce que vous pouvez bavarder tranquillement, librement avec des touristes et tout cela? Oui, j'ai compris. Merci. Bon, je commence par ordre alphabétique, c'est-à-dire par le premier. C'est que dans le Kremlin, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Je pense que c'est plus strict et il y a plus de contrôle qu'à l'époque. Voilà, comme j'ai expliqué, il y a un groupe qui distribuait les billets pour tout. Voilà, d'après le programme que chaque guide interprète est là. Voilà, il recevait, disons,
toutes les musiques qui étaient cathédrales de Saint-Michel, de l'archange Saint-Michel, de l'Assomption, tout ça, on avait un ticket, la quantité du groupe. Et on les présentait et on passait. Il y avait toutes les églises qui étaient visitables, disons. Ensuite, et presque toujours, c'était le Palais des Armures. C'est pour ça qu'on le connaissait par cœur, même derrière, je connaissais ce qu'il y a derrière moi. L'exposition n'a pas changé. C'était la même chose pour, disons, Galerie Tretiakov, que j'aimais. On connaissait où ça se trouve et on déjà repéré. Le plus difficile, c'était quand parfois il y avait d'autres groupes à côté qui parlaient du même chose en anglais. Et c'était un peu problématique, la collision à l'intérieur d'une salle ou l'autre. Et en ce qui concerne votre deuxième question, où, vous savez, il y avait des méthodiques, c'est-à-dire des données générales, parce qu'on ne peut pas chaque jour de donner des instructions ce que vous devez dire, parce que la vie change, les événements changent, et il faut s'adapter. C'est vous-même qui décidez ce qu'on va dire. Et en ce qui concerne les thèmes à discuter, on était tout à fait libre. Il n'y avait pas de restrictions, pas d'interdit de tel ou tel thème, même religieux, c'est idéologique, c'était pas. Bien sûr que nous avons pas défendu, mais présenté les avantages, comme on disait, du régime socialiste à l'époque, mais c'était normal à l'époque, parce qu'on le croyait, voilà. Mais pour le reste, c'était tout à fait libre en choix. Voilà, je vous ai expliqué. On discutait parce qu'il n'y avait pas de contrôle avec le bus, avec les touristes. Qui peut me contrôler ce que je dis et ce qu'ils me disent eux-mêmes. C'est pour ça que c'était libre tout à fait l'échange. Et parfois, il y avait des opposants idéologiques, bien sûr, mais pas très terribles. Vous savez, c'était plutôt comme amusement, disons, ou taquiner, voilà, comme c'est pas plus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Interdit à l'époque. Comment? Merci. À l'époque, il y avait un sujet strictement interdit pour les guides, pour les gens qui travaillaient avec l'étranger, et presque un seul, c'était l'invasion tchèque. Il était strictement interdit de toucher à ce sujet. Oui, mais avec les Tchèques, je n'ai pas travaillé, oui, mais... Il ne s'agit pas... l'invasion en Tchécoslovaquie, c'est un sujet à ne pas relever, quoi. Oui, mais il faut mentionner aussi la Hongrie, qui était plutôt... à l'époque la Hongrie, mais les Français n'étaient pas tellement saisis par ce thème-là. Peut-être ça les intéressait beaucoup, pour les touristes, pas tellement. Vous savez, moi aussi, je travaillais dans... Mais moi, je me rappelle pas des discussions sur le thème de la Tchécoslovaquie. Vous savez, mais en tout cas, je n'ai pas retenu cet épisode dans ma mémoire. Oui, et pour répondre à cette question fameuse liée à la KGB, oui. C'est que les gens comme vous et moi étaient tellement strictement trahis qu'on savait bien, justement, suivre les consignes. Oui, bien sûr, on savait. Et rester sur la ligne. Oui, c'est ça. À l'aéroport, même, on connaissait, mais c'était leur service, c'était leur travail. Oui. Mais pas le nôtre. Oui, non, pas tout à fait, parce que c'est pas possible de faire deux travails en même temps, vous savez. Être guide-interprète et travailler pour KGB, voilà, c'est... Des fois, je vous assure, des fois, ça peut aller de pair. En principe, oui, en théorie, mais en pratique, c'est... Comme parmi les Français et les autres. Mais... c'est ça. Bien sûr. OK. Voilà. Encore des questions, s'il vous plaît? Non. Что ж, дорогие друзья, если никаких вопросов больше не осталось, от лица Культурного центра Франкотеки и Библиотеки иностранной литературы мы благодарим нашего уважаемого лектора Евгения Лукьянова за
замечательную, интереснейшую лекцию. Спасибо вам большое, что поделились сегодня вашим жизненным, вашим профессиональным опытом, за ваш путь. Большое вам спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что были сегодня с нами. И до новых встреч. Всем приятного вечера. Et merci à vous de ma part aussi d'être aussi nombreux et de m'écouter attentivement. Merci beaucoup et bonne chance à vous.